Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Très bien. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous avons choisi dans notre rendez-vous digital trimestriel d'aborder la question de la collaboration dans la construction. Donc, on va passer 2 petites heures ensemble dans lesquelles on va aborder plusieurs thématiques. Donc voici le programme. Donc, on va un petit peu, on va dire, ouvrir le spectre des tendances actuelles sous l'angle de la collaboration. Et donc ensuite s'en suivra une présentation de mon collègue Chouaib Qureshi, qui est BIM manager chez nous et qui va, on va dire, vous détailler un workflow collaboratif en ayant comme support la plateforme Autodesk Construction Cloud. Je remercie aussi Bassem Cherif, donc BIM manager chez Verkor. Pour ceux qui écoutent un peu l'actualité, donc Verkor est vraiment une entreprise aujourd'hui qui œuvre dans le secteur industriel des batteries et qui a comme grand projet l'ouverture d'une Gigafactory à Dunkerque. Donc Bassem nous partagera un petit peu son retour d'expérience sur la mise en œuvre du BIM et le déploiement d'une solution collaborative justement pour ce projet en particulier. Et on finira avec vos questions auxquelles tous nos invités répondront à la fin de la présentation. Donc pour information, vous avez tous vos micros qui sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'événement sur le chat qui est dédié, donc qui est sur le tableau de bord que vous avez sur le côté. Et on vous invitera donc pendant nos présentations et pendant nos interventions à répondre à 3 sondages et donc de prendre quelques minutes pour nous aider à mieux comprendre un petit peu soit votre rapport à la collaboration ou enfin quelles sont les solutions collaboratives que vous utilisez. Donc on va démarrer. Déjà, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une petite présentation du groupe Man Machine, que vous sachiez un petit peu qui on est. Donc, le groupe Man Machine est un groupe mondial qui a son siège qui est basé en Allemagne. Nous sommes, on va dire, depuis près de 40 ans experts des solutions CAO et BIM. Donc, notre métier, c'est bien l'intégration, la revente, mais également l'édition de logiciels spécifiques. Spécifique pour accompagner nos clients dans le monde de la construction, de l'industrie et des infrastructures. Donc Man Machine France, donc nous sommes une filiale du groupe Man Machine dont le siège est en Allemagne. Et donc Man Machine France, nous sommes aujourd'hui basés à Paris, nous sommes un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs et tout comme le groupe, nous avons le statut Platinum en tant que partenaire Autodesk. Man Machine France, comme je le disais au début, est un revendeur et intégrateur. Donc en fait, nous revendons toutes les solutions nécessaires au déploiement du BIM, mais également, on va dire, toutes les offres entreprises négociées pour des contrats optimisés, c'est-à-dire qui sont adaptés à votre besoin. Nous avons aussi en place un accompagnement sur la prise en main de ces logiciels et une offre de support dédiée à toute l'offre logicielle que nous sommes capables de vous proposer. À côté de ça, bien évidemment, Man Machine va pouvoir vous former sur toutes les solutions BIM, CAO et logiciels à disposition au travers de nos partenariats. Une offre de formation bien sûr variée sur l'ensemble de nos solutions. Un programme de formation BIM qui s'appelle BIM Ready, qui a été développé au sein du groupe Man Machine et qui vous permet de monter en compétence sur le BIM et qui va de la sensibilisation autour des enjeux du BIM jusqu'à un parcours de BIM Manager. Et puis, nous avons à cœur aussi de porter des certifications, dont la certification Building Smart, bien sûr, pour laquelle nous sommes accrédités et nous sommes en capacité de vous faire passer la certification Building Smart sur la bonne compréhension des fondamentaux du BIM, et ce, depuis octobre 2021. Je finirai donc par, bien sûr, toute une offre d'accompagnement BIM. Donc, notre métier, c'est aussi de vous accompagner sur la montée en compétences sur le BIM et sur le déploiement d'une stratégie BIM dont la collaboration fait partie, bien évidemment. Donc nous partons aussi en partenariat, en co-traitance ou en sous-traitance avec nos clients sur des missions de BIM management.
On a aussi la capacité, avec mon équipe, d'aller vous prêter main forte, j'ai envie de dire, lorsque vous êtes confronté à des projets BIM, que ce soit en modélisation ou en coordination BIM. Et enfin, c'est un peu le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est on peut vous assister dans la gestion de plateformes collaboratives. Alors, petit sondage justement avant de démarrer le sujet qui est donc qui va animer toute la matinée aujourd'hui. On souhaiterait savoir quel est votre rapport aujourd'hui à la collaboration. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, on souhaiterait savoir quelle note donneriez-vous à la collaboration ou à la stratégie de collaboration mise en œuvre dans votre entreprise. Donc, on va prendre on va dire quelques secondes, une trentaine de secondes à peu près pour vous laisser voter, s'il vous plaît. Et puis ensuite, alors moi, je ne le vois pas très bien le sondage. Je vais essayer de regarder ça. Très bien. Donc, on a inexistante, insuffisante, convenable, bonne, très bonne. Donc, voilà. Est-ce que je peux avoir les résultats du sondage? Donc, on va fermer tout de suite. OK. Donc, eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à vos réponses en tout cas, ce qu'il apparaît, c'est que on a, on va dire la majorité, on est plutôt autour de 45%. 45% de vos réponses mettent en lumière le fait que la stratégie collaborative dans notre entreprise est insuffisante. Donc, c'est un petit peu rassurant pour nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va essayer de vous donner les clés justement pour essayer de penser cette stratégie collaborative ou du moins de participer à la réflexion autour d'une stratégie collaborative. Et ce qui est un petit peu encourageant, c'est quand même, on va dire 10% d'entre vous, à peu près, non, presque une vingtaine de pourcents d'entre vous, estiment que vous avez une très bonne stratégie collaborative et une bonne, on va dire, une bonne stratégie collaborative qui a été mise en œuvre dans votre entreprise. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Et puis, écoutez, rendez-vous au prochain. OK. Très bien. Je vais juste essayer de... Voilà. Parfait. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Alors, petit exercice, on va dire, assez simple, qui est de revenir un petit peu sur les fondamentaux et de revenir un petit peu sur ce que c'est que la collaboration. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, la mise en œuvre du BIM a un petit peu questionné notre façon de collaborer et a mis un mot sur nos échanges de données que l'on pratique, de manière ancestrale dans la conduite de nos projets. Donc, si on doit parler aujourd'hui de collaboration, en tout cas, l'accent qu'on veut mettre aujourd'hui sur cette notion, c'est bien le fait de travailler ensemble, de travailler de manière collective dans l'objectif de produire quelque chose. Bon. C'est quelque chose qu'on pratique, comme je disais, depuis toujours, mais est-ce que, en tout cas, le questionnement qu'on a aujourd'hui, il porte essentiellement pas seulement sur le fait de mettre en œuvre une solution, mais surtout de la conscience qu'on va avoir aujourd'hui sur la mise en œuvre d'une pratique collaborative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je mets en œuvre une pratique collaborative, il est bien évident qu'il faut que je prenne en compte, ou en tout cas que je sois conscient du fait que lorsque je collabore, il y a cette notion d'interdépendance. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'invente pas. Aujourd'hui, je suis dépendant des informations de mon partenaire de projet pour pouvoir avancer moi-même sur mon projet. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on mette le doigt. Deuxièmement, la coordination. Il est clair que je ne collabore pas juste pour diffuser une information, je collabore aussi à des fins de coordination. Lorsque je collabore, et encore plus depuis l'avènement du BIM, on évoquait justement dans un podcast, le dernier podcast qui est sorti d'ailleurs, je crois, hier, cette notion de transparence et d'exhaustivité de l'information. C'est-à-dire que le BIM nous amène à plus de transparence et la collaboration, du coup, est d'autant plus
transparente dans la mise en œuvre du BIM. Cette notion de partage aussi, et clairement aujourd'hui, il ne s'agit pas de partager son expertise ou son savoir-faire, mais il s'agit bien de partager les bonnes informations pour que les parties prenantes puissent en tirer parti et justement avancer dans leur propre réflexion. Et puis bien évidemment la communication. C'est pas parce que je mets en place une solution collaborative que ça m'empêche de communiquer, bien au contraire. C'est censé, les plateformes collaboratives vont au-delà du partage et deviennent un socle de communication et donc un support, j'ai envie de dire, de communication avec les parties prenantes. Donc partons un petit peu tous ensemble, un petit peu avec cette conscience et en se disant qu'aujourd'hui, collaborer n'est pas simplement s'envoyer des fichiers ou s'envoyer des données, mais bien prendre la peine de se dire que mon information est bien quelque chose qui est fondamental dans la bonne information est bien quelque chose de fondamental dans la bonne progression des projets. Alors, ce que je souhaitais faire aussi aujourd'hui, c'était encore une fois ne pas simplement parler collaboration, et je pense que Schwab rentrera et Bassem rentreront bien dans le détail des processus collaboratifs, mais je souhaitais partager avec vous une étude qui a été faite par Autodesk donc à la fin de l'année 2022, entre novembre et décembre 2022. Cette étude, elle s'appelle State of Design and Make, donc elle est disponible depuis, je dirais, le printemps 2023. Je vous mettrai le lien dans le chat si vous souhaitez y avoir accès. Elle est disponible, c'est un rapport que vous pouvez télécharger directement depuis le site d'Autodesk. Et donc l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous présenter évidemment toute cette étude, c'est pas l'idée, mais ce qui m'intéressait, c'était justement de mettre la collaboration en perspective par rapport à cette étude-là et un petit peu, on va dire, valoriser la place de la collaboration dans cette étude. Donc, cette étude a questionné un peu plus de 2500, enfin autour de 2500 personnes. Donc, ces personnes avaient comme profil des décideurs, des experts et aussi ce que j'appelle des futurologues. Donc, pour essayer de questionner quels sont, on va dire, les axes ou les mesures que les entreprises dans le secteur de la construction, du manufacturing et du divertissement sont prêtes à mettre en œuvre pour affronter, je dirais, les défis qui leur apparaissent, on va dire, à relever dans les 3 prochaines années. Et donc, dans cette étude-là, sont apparus 3 gros facteurs de changement sur lesquels les entreprises questionnées souhaitent se concentrer, donc concentrer leurs efforts et leurs investissements. Il y a on va dire un facteur très important qui est le numérique. Alors le numérique fait partie on va dire d'une démarche de résilience en fait que souhaitent mettre en œuvre ces entreprises et ces acteurs. Et donc le numérique en fait est un axe très important d'investissement et on va dire un facteur de changement on va dire assez important sur lequel ces entreprises souhaitent investir. L'autre facteur important ou l'autre mesure importante qui doit être prise en charge, c'est bien les talents. Alors les talents, je ne vous apprends pas, on est tous dans la même situation, donc on a du mal à trouver des collaborateurs qui soient d'un côté qualifiés et de l'autre côté attirés par notre secteur et qui soient aussi, on va dire, qui acceptent de rentrer, de relever les challenges et tout en conservant un mode de vie aujourd'hui qui est important, ou du moins concilier mode de vie professionnel et mode de vie personnel. Et puis bien sûr la question de l'environnement, donc on vit tous un contexte un petit peu, on va dire, étrange et donc qui nous questionne sur ces questions d'environnement et de changement climatique. Et donc cette notion de durabilité pour les entreprises est aujourd'hui un facteur de changement important. Et donc, ce rapport-là, encore une fois, je ne vais pas vous présenter tout le rapport, mais alors la question de la collaboration là-dedans, c'est-à-dire quelle est la place de la collaboration dans ces axes et ces mesures qui souhaitent être prises par les entreprises. Et donc, du coup, le numérique. Alors, le rapport met en évidence quelque part ces notions de maturité numérique et de transformation numérique. Ce qu'il apparaît dans ce rapport-là, c'est que près de 80% des dirigeants déclarent que la croissance future de leur entreprise dépend des outils numériques. D'accord ? Et notamment la mise en œuvre ou la transformation numérique, eh bien, porte comme axe d'investissement pour 75% des entreprises la collaboration.
Alors, la collaboration, quelque part, c'est un facteur de performance, j'ai envie de dire, c'est un facteur d'amélioration de la performance qui entre dans cette transformation numérique. Et on peut, on va dire, ce qu'on peut toucher du doigt, c'est que les entreprises, en tout cas l'écart entre les entreprises, l'écart de performance entre les entreprises les plus matures, numériquement en tout cas, qui ont une maturité numérique élevée, et celles qui ont une maturité numérique qui est justement moindre, eh bien l'écart de performance se creuse entre 2019 et 2021. Donc ça veut dire qu'en fait la maturité numérique est bien un levier de performance et qui permet justement aux entreprises d'être plus compétitives. Et la collaboration, eh bien, est un axe d'investissement dans cette transformation numérique qui est très important, puisque la collaboration, en tout cas avec un support numérique, est bien quelque chose qui permet une prise de décision plus rapide. Il permet de limiter tout ce qui est incompréhension, améliore la communication et donc forcément va jouer sur cette question de délai, donc d'accès à la bonne information au bon moment, et cette notion de délai et de réduction des coûts. De la même manière, donc pour revenir encore sur les investissements sur la collaboration, eh bien, les entreprises vont s'appuyer sur les données, donc sur les données collaboratives pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, développer leurs produits, développer leur offre et collaborer. Et donc, dans le secteur, on va dire, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, hein, avec le O qui a été ajouté, c'est celui des opérations, eh bien, on va valoriser tout ce qui est collaboration entre les équipes internes, la collaboration entre partenaires, la collaboration avec l'intelligence artificielle et l'automatisation, eh bien, tout ça va constituer un avantage concurrentiel. De la même manière, en fait, au niveau des talents. Alors, elle est très intéressante, cette étude, parce qu'elle met en perspective, justement, cette nécessité de repenser les modèles et les méthodes de travail. Aujourd'hui, grâce à la collaboration, grâce aux outils numériques, les entreprises, on va dire, mettent en avant le fait que la mise en œuvre de solutions collaboratives, alors quelles qu'elles soient, hein, on n'est pas du tout là en train de parler de solutions en particulier, mais vraiment ces outils collaboratifs de gestion de projet, de communication, de partage documentaire, de réunions en ligne, etc. Eh bien, cette notion va permettre aussi d'aller chercher des talents au-delà du territoire, on va dire, géographique, qui va limiter un petit peu notre recherche de talent. Donc aujourd'hui, la collaboration est bien un acte ou un levier, j'ai envie de dire, pouvant séduire des talents et pouvant les amener à rejoindre nos entreprises parce qu'on va leur donner les moyens de collaborer avec des équipes à distance, de gérer des projets à distance, de pouvoir, on va dire, avoir un suivi et ne pas avoir peur de rater une information parce qu'on se trouve à distance, etc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la collaboration est une des, on va dire, des compétences qui va être, on va dire, recherchée, ou qui va être, c'est une des compétences qui sera recherchée par ces entreprises dans les quelques années à venir, donc dans les 3 années à venir. On va dire qu'on va rechercher aussi des talents qui sont en capacité de collaborer numériquement avec des parties prenantes d'un projet, de faire une gestion de projet, on va dire, de manière collaborative, d'être en capacité d'avoir une rédaction technique. Et donc, on va dire, il y a aussi cette notion de confiance dans les outils collaboratifs qui va aussi jouer. Et puis, une bonne communication. Donc, ça veut dire être à l'aise avec ces outils collaboratifs. Alors, on peut parler de Teams, de Zoom, de SharePoint, etc., etc. Et donc, ils vont permettre justement donc les talents vont être attirés par ces solutions-là. Et aussi, on va leur demander d'être en capacité de manipuler ces solutions et d'être à l'aise avec cette notion de collaboration. Enfin, j'irai sur le terrain de l'environnement. Aujourd'hui, on va dire, il va sans dire que les outils collaboratifs vont nous permettre, par exemple, d'évaluer de manière plus rapide l'impact des modifications sur nos projets, sur le volet, par exemple, environnemental, hein, sur tout ce qui est performance environnementale. On voit bien aujourd'hui que les entreprises, les promoteurs, les constructeurs, etc., les architectes vont de plus en plus utiliser des outils numériques et peut-être des solutions collaboratives
collaborative leur permettant de joindre leurs efforts pour essayer de mesurer l'impact de leur projet sur l'environnement. Tout ça, bien sûr, avec une pression assez globale qui est celle des clients aujourd'hui. Bien sûr, les clients vont mettre une pression assez importante sur on va dire, sur les acteurs des industries qu'on a citées au début, au tout début de la présentation, donc les industries de la construction, les industriels ainsi que d'autres industries, sur la durabilité entre guillemets de la démarche au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau des projets, les investisseurs. Et on voit aussi aujourd'hui que ça rejoint la question des talents, puisque les talents aujourd'hui, en tout cas les collaborateurs, ont un regard aujourd'hui sur la stratégie environnementale de leurs entreprises. Tout ça sans parler de la notion de zéro papier, qui est très très présente dans beaucoup d'entreprises, mais quand même, aujourd'hui, le collaboratif nous permet de relever le défi du zéro papier et d'essayer de limiter au maximum l'utilisation du papier. Et justement, on le verra avec Schweb, la possibilité justement de mener un projet, je dirais, de manière digitale le plus longtemps possible. Ok, alors maintenant qu'on a mis en perspective, du moins de manière transversale, le volet collaboratif dans les enjeux de demain pour les entreprises aujourd'hui. On va dire petit tour d'horizon. Alors je me suis appuyée sur la norme ISO 19650 pour reparler de collaboration. Cette norme qui justement, alors pour rappel pour tous, norme chère aussi à Schweb, qui va nous guider. Alors c'est une norme volontaire, mais qui propose justement des lignes directrices sur tout ce qui est gestion de l'information dans un processus de projet de construction. Et donc, je me suis un petit peu penchée sur le volet collaboratif de cette norme et justement comment cette norme aujourd'hui, on va dire, va évoquer cette notion de collaboration et cette notion de production collaborative d'informations. Donc, en fait, dans la norme ISO 19650, on va évoquer cette notion de production collaborative d'informations. Et on va parler, bien sûr, d'échange d'informations, avant, pendant, après, on va dire le projet, de cette notion, bien sûr, de traçabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste collaborer pour collaborer, mais on va essayer d'avoir cette traçabilité qui va nous donner des indications sur comment vit le cycle de vie de notre information. La notion de contrôle qui est très importante, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le BIM, cela nous paraît tout à fait normal en fait de contrôler l'information et de contrôler les maquettes qui arrivent et qui vont nous servir ensuite à soit servir des usages spécifiques en BIM, soit d'être utilisés par d'autres partenaires de projet. Eh bien, qu'en est-il du contrôle de l'information au sens large du terme? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui je contrôle un plan? Est-ce que je contrôle un document? Est-ce que je contrôle, etc. Et puis bien sûr cette notion de sécurité qui va au-delà tout simplement du contrôle ou de la traçabilité, mais vraiment de la sécurité de ma donnée. Donc, pour revenir un petit peu à l'échange, donc aujourd'hui, la norme nous questionne sur le sujet qui va au-delà de l'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler ensemble, mais cela n'implique pas simplement envoyer une information, ou du moins donner une information, mais aussi comprendre ce qu'il advient de cette information une fois qu'elle est livrée. D'accord? Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment des préoccupations autour de cette notion de que devient mon information une fois qu'elle est livrée? Donc, la norme ISO 19650 questionne aussi sur cette notion et nous invite à penser et justement à ne pas s'arrêter à penser simplement l'échange d'informations comme une transmission, mais aussi comme on va dire une conscience de ce que devient notre information une fois qu'elle est transmise. La traçabilité. Alors, la traçabilité, elle n'est pas simplement pour savoir qui a fait quoi et quand, mais c'est aussi, encore une fois, la gestion du cycle de vie de cette information. Aujourd'hui, un projet va vivre plusieurs étapes. On va diffuser énormément de documents qui vont avoir, on va dire, des versions, une version 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, peut-être que les versions sont gérées par la date. Donc, je vais mettre une version 1 datée de, je ne sais pas, septembre 2023, version 2 datée d'octobre 2023, etc., etc. Et puis, je vais envoyer ça par mail ou je vais mettre ça à disposition
par 8 transferts, etc., etc. Et puis bon, bah, ce cycle, donc lorsque je n'ai pas de notion de révision, de cycle de vie de mon information, si je souhaite revenir en arrière, bah, cette traçabilité, je vais complètement la perdre. Et donc, je ne saurai plus quand est-ce que j'avais diffusé la version P0102 que je vais vouloir reprendre dans 3 mois. Et est-ce que, justement, ne pas penser la collaboration comme un processus dans lequel je gère la traçabilité de l'information va me permettre de gagner du temps et va nous permettre surtout de ne pas en perdre si je souhaite revenir à ma version P01.02 que je vais transformer en P01.05. D'accord ? Donc la notion de traçabilité est très importante et il faut en être conscient. Enfin, le contrôle, bien sûr, lorsque je mets en œuvre un processus collaboratif, la norme vous invite vraiment à contrôler les informations, mais pas seulement à les contrôler, à mettre en place une méthodologie de contrôle. Et souvent, la méthodologie de contrôle va aussi être fonction de l'information que je vais requérir et de l'information que je vais produire. Et donc, la méthodologie de contrôle va nous pousser à mettre en place des process de contrôle, des circuits de validation, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de très important dans la norme. Enfin, la sécurité. Alors évidemment, la sécurité, qui a accès à quoi, quand, ça c'est quelque chose aussi qui doit être primordial dans la gestion de la collaboration. Donc encore une fois, la collaboration n'est pas simplement l'envoi de données, mais aussi savoir qui ouvre cette donnée, qui la télécharge. Donc, le contrôle d'accès est quelque chose de très important. Il est clair qu'aujourd'hui, la transmission par mail, ne nous permet pas de contrôler l'accès à notre information. Il s'agit également d'éviter la corruption d'informations, c'est-à-dire que nos informations restent en sécurité dans un environnement qui les maintient en sécurité, la dégradation et puis, bien sûr, l'obsolescence. C'est-à-dire que se poser la question de la collaboration et de la transmission d'informations se pose aussi la question de que deviennent les informations à la fin du projet et comment je fais pour les récolter, quelles sont les informations que je veux, sous quelle forme je vais les récolter et comment je les maintiens pour pouvoir y avoir accès dans 20 ans si j'en ai besoin. Et donc tout ça grâce à quoi souvent, donc la norme, bien sûr, la norme vous invite à mettre en œuvre ce qu'on appelle un environnement commun de données. Donc on va détailler par la suite dans les présentations qui vont suivre. Mais donc l'environnement commun de données, donc qui est Common Data Environment. Et donc la norme nous dit tout simplement qu'un environnement commun de données n'est pas simplement une solution logicielle, mais c'est bien la combinaison de solutions techniques et de processus de travail. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Enfin, vous l'avez peut-être croisé sur plusieurs projets, mais aujourd'hui, heureusement, on a un grand choix de plateformes collaboratives qu'on peut mettre en œuvre dès la phase concours d'un projet, bien sûr, et je vous invite à le faire d'ailleurs dès la phase concours, à mettre en œuvre une solution collaborative. Mais il n'y a pas que la mise en œuvre d'une solution, il y a aussi des processus qu'on veut mettre en œuvre en ayant comme support cette solution. Et donc, dans la norme ISO 19650, j'ai envie de dire que le propre d'un CDE, donc d'un Common Data Environment, c'est bien de proposer un cycle de vie de l'information qui passe d'un travail en cours à un partage, à une publication et à l'archivage. On va dire l'archivage n'est pas forcément simplement une étape en soi, mais c'est vraiment on va dire, quelque chose, une clé en fait. Donc c'est vraiment, c'est pas simplement une étape, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être présent dans votre solution. Eh bien, se pose la question aujourd'hui du CDE. Et avez-vous réfléchi au fait que vous êtes plus proche d'un process CDE qu'on le croit? C'est-à-dire que lorsque je mets en place un cycle de vie d'un email, par exemple, tout simplement en interne, ou avant de le diffuser souvent, lorsque j'écris mon email, je suis dans une phase de travail en cours. Et beaucoup de solutions, on va dire, de messagerie permettent d'archiver votre email pendant que vous êtes en train de l'écrire ou pendant que vous êtes en work in progress. D'accord ? Ou lorsque vous l'avez envoyé, il est archivé dans votre solution, peu importe Gmail ou autre, etc. Et lorsque je veux le faire valider par un de mes supérieurs, etc., avant de le diffuser, eh bien, je vais le lui partager. Donc, à un moment donné, j'ai une action de partage. Et une fois qu'il est validé par mon supérieur ou par mon responsable, eh bien, je peux le diffuser. Donc, quelque part, quelle est la différence finalement entre un CDE et un mail? C'est tout simplement la conscience, en fait, du flux de travail. C'est-à-dire qu'en fait, je deviens conscient d'un flux de travail et je me mets en marche
avec une solution qui me permette de gérer ce flux de travail et d'être vraiment complètement, de maîtriser complètement le cycle de vie de mon information dans un environnement donné, avec des notions de partage en interne, mais aussi des notions de publication volontaire et des notions d'archivage qui est complètement, on va dire complètement volontaire et complètement programmé. Donc, je reviens un petit peu sur ma première slide et j'aime bien faire cet exercice-là. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, donc l'objectif pour nous aujourd'hui n'est pas de définir la collaboration, mais bien de repenser la collaboration dans un contexte où donc on a des défis à relever sur tout ce qui est numérique, sur tout ce qui est, on va dire, recrutement, tout ce qui est environnement, et que la collaboration aujourd'hui est un des leviers qui nous permet de relever ces défis et donc qui va nous permettre justement d'être conscient de cette interdépendance, de cette coordination, de cette transparence, de ce partage et de cette communication. Voilà, j'ai fini, je suis dans les temps, je crois, et on va pouvoir aller sur un petit sondage pour finir. Hop. Voilà, donc ce petit sondage, c'est si vous êtes d'accord de partager cette information avec nous, quels sont les canaux de collaboration que vous utilisez aujourd'hui? Donc, ça peut être très intéressant pour nous de savoir si vos canaux de communication sont plus les emails, sont plus les services cloud type SharePoint, Dropbox, OneDrive, etc. Des serveurs partagés, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité encore d'utiliser les serveurs partagés, ou bien des plateformes collaboratives projets, donc tout ce qui est un Common Data Environment ou autre chose que vous utilisez aujourd'hui dans vos processus collaboratifs. Donc on va prendre, allez, 30 secondes encore. Donc pendant ce temps, je vous mettrai dans le chat le lien vers l'enquête Autodesk. Hop. Je pense qu'on peut passer aux résultats que je vois. Waouh, ok. Alors, vos retours sont très très intéressants et alors ils sont assez en concordance avec une étude qui a été menée, pareil, une enquête qui a été menée par il faut que je retrouve le nom. C'est un centre européen sur tout ce qui est innovation dans la construction, avec une conférence qui a été tenue donc en juillet, où il apparaissait justement comme on va dire le montre notre sondage du jour, qu'aujourd'hui le canal de communication le plus important donc est bien le mail, donc reste le mail. Et donc en second arrivent donc les services cloud. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle parce que j'ai envie de dire autant utiliser un SharePoint, un OneDrive, un Teams, etc. pour gérer vos projets plutôt que les emails. Et par contre, bonne nouvelle, on a quand même pas mal d'entre vous qui utilisent déjà des plateformes collaboratives. Arrive ensuite donc le serveur partagé et puis d'autres solutions. Merci beaucoup d'avoir partagé vos informations et puis vos pratiques avec nous. Je vais laisser la main à Schweb, donc qui va du coup vous montrer comment on peut déployer un processus collaboratif directement dans la solution Autodesk Construction Cloud. Schweb, c'est à toi. Alors, je ne sais pas si tu parles, mais moi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Moi, je ne t'entends pas, Schwab. Je ne sais pas si vous…
Donc, on voit ton écran, hein, Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend. Super, impeccable, j'ai eu peur. Est-ce que vous me voyez aussi ou pas? Oui. Super, impeccable. Bon, bah, je vais commencer. J'ai perdu quelques instants, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour à tous, bon, bah, merci beaucoup pour votre présence aussi nombreuse. C'est toujours un plaisir de vous partager énormément d'informations, des articles de blog, des webinars et des événements aussi avec une grande envergure comme celle-ci sur des thèmes aussi passionnants que la collaboration. Donc, je vais enchaîner un petit peu sur ma partie. J'aimerais en fait du coup intervenir sur la partie outils et processus collaboration. J'ai un petit programme qui va se dérouler en 6 étapes. Je vais vous parler un tout petit peu de la collaboration, les CDE, les environnements de commun de données avec le BIM. Je vous parlerai aussi du coup des niveaux de maturité en BIM. Je vous parlerai du coup d'une plateforme collaborative que je trouve assez géniale. C'est une plateforme collaborative qui aujourd'hui est l'une des plus évoluées du marché pour moi. Je vous parlerai aussi du coup d'un projet type. Je vais vous parler d'un projet type sur lequel en fait je vais revenir sur pas mal de fonctionnalités du, de la plateforme et ensuite j'ai fait une petite conclusion où je vous parlerai de certaines nouveautés. Voilà, voilà. Alors, j'enchaîne du coup sur la partie collaboration. Si elle m'a pris le temps de vous expliquer un petit peu du coup qu'est-ce que la collaboration aujourd'hui, quels sont aussi les freins que l'on a aujourd'hui sur la collaboration. Moi, j'ai aussi ma définition de la collaboration qui s'étale peut-être un peu plus sur plusieurs critères. Donc, techniquement, en fait, et puis même aussi humainement, à un moment donné, quand on va vouloir tout simplement mener à bien un projet et l'emmener vers une success story, l'idée, en fait, quelque part, c'est de se rappeler, et c'est d'ailleurs ce que vous avez de rappeler dans toute la documentation BIM, on a en fait systématiquement en fait un besoin d'échanger les uns avec les autres et du coup de travailler de telle sorte à ce que on puisse en fait mener à bien les études, mais aussi les réalisations et les livraisons. Donc le travail d'équipe, le travail du coup de l'humain reste toujours primordial et c'est grâce à lui en fait qu'on va pouvoir en fait avancer d'une étape. La deuxième étape, du coup, ce sera l'innovation. L'innovation, c'est un des sujets les plus importants que l'on a aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous fait, en fait, qui fait marcher l'économie d'une certaine manière. C'est aussi un des sujets, des seuls sujets que l'intelligence artificielle, du coup, thème dont on a parlé déjà précédemment dans un autre événement digital, c'est un des seuls thèmes que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait toujours proposer des solutions les plus innovantes sur les projets, surtout les projets de construction, de conception, parce qu'en fait, contrairement au monde de l'industrie, le, le bâtiment, en fait, l'ouvrage, en fait, est aussi du coup le prototype. En fait, il fait les deux, le prototype et le produit fini. Donc du coup, l'idée c'est de proposer en fait des solutions innovantes, mais une innovation aussi dans la façon dont on échange les uns avec les autres. Ensuite, il y a la coopération. Je ne reviens pas sur ce thème-là. Vous aurez aussi le besoin et de connexion et de meeting. En fait, là, quand vous êtes amené à travailler en mode collaboration, euh, pour pouvoir faire en fait avancer les sujets, le besoin de se rencontrer, le besoin de faire de la pré-synthèse. Je ne parle pas de la synthèse, des réunions de synthèse, mais le fait de pouvoir en fait échanger les uns avec les autres, travailler en mode coordination, c'est aussi un des sujets les plus importants du BIM, au-delà de la production, de la contribution, de la construction d'éventuellement de maquettes. On va voir en fait finalement dans cette présentation que la maquette ne fait pas tout. Donc le besoin de connexion, le besoin de support, le besoin en fait tout simplement de compter les uns sur les autres et le besoin d'échanger en fait les uns avec les autres. Pour cela en fait, vous avez bien compris qu'un environnement commun de données, un Common Data Environment, est plus que nécessaire. Alors pourquoi un Common Data Environment est nécessaire? Vous avez du coup énormément d'informations aujourd'hui qui sont partagées sur les différents projets.
vous avez des informations de type Project Information Model et vous avez des informations de type Asset Information Model. Donc, ces deux types d'informations vont en fait former à la fin du projet le DO numérique. Vous allez échanger énormément d'informations et vous avez besoin du coup, comme vous l'avez compris, d'un espace commun sur lequel vous allez pouvoir en fait tout simplement gérer ces informations. Qu'est-ce que l'environnement commun de données? Ça, vous l'avez compris. À quoi sert l'environnement commun de données? Ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut encore expliquer. J'ai passé quand même ces 2 derniers mois à faire énormément d'interventions sur ces aspects-là en fait, de collaboration, de coordination et aussi du coup de maîtrise des espaces partagés. Et souvent, en fait, on oublie en fait quel est l'intérêt d'avoir un espace commun de données. On en a très certainement en interne, sauf qu'on ne les maîtrise pas, on ne comprend pas du tout à quoi cela sert. On les trouve même lourds, on doit absolument rajouter de la métadonnée. Et en fait, la plupart du temps, les gens délaissent un peu ce genre de plateforme-là et en fait passent par les emails. C'est beaucoup plus simple. Ils jettent le document dans un WeTransfer ou dans un courriel. Et l'idée, en fait, quelque part, c'est que du côté, on ait un courriel de retour qui dit qu'il y a bien eu réception et en fait, on se sert de ça pour pouvoir faire avancer le projet. Sauf que, comme vous l'a dit CM, c'est pas vraiment respectif. En fait, au niveau de l'environnement, on commence vraiment à se soucier un petit peu de tous ces échanges en fait d'informations qui sont des fois tout simplement des doublons que l'on va retrouver. On va stocker l'information quelque part, mais on va la renvoyer par mail. Et l'idée, en fait, quelque part, c'est tout simplement avoir un espace commun de données pour pouvoir échanger. Et c'est pas forcément évident, hein. Même moi, ce matin, en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu directement travailler sur une plateforme collaborative et en fait, j'ai gardé ma méthode traditionnelle qui était de toujours sauvegarder ma donnée et de la positionner la plateforme collaborative au bon moment. Mais quelque part, il y a aussi d'autres choses il y a d'autres composantes aussi qui rentrent en jeu, c'est la confiance en l'informatique, aux infrastructures informatiques, aux process aussi qui sont des automatismes. L'idée, quelque part aussi, c'est de passer cette étape-là. Moi, j'ai eu cette difficulté-là ce matin, mais j'aurais pu très bien travailler directement sur la plateforme. Ok. Donc du coup, quels sont les avantages aujourd'hui de travailler dans un environnement de commun de données? C'est qu'en fait, le problème du coup que j'ai eu ce matin, c'est que j'avais pas forcément la dernière version en ligne. C'est de travailler du coup avec les dernières versions à jour. L'environnement de commun de données, quand vous avez connecté ces informations directement à votre poste de travail, là où vous avez les plus grands avantages, c'est tout simplement partager plus rapidement les dernières informations à jour. Et aujourd'hui, si je veux aller beaucoup plus loin, parce que vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui les environnements communs de données dans lesquels en fait on va pouvoir stocker tout type d'informations. Et il y a aussi les environnements communs de données qui seront orientés un peu plus BIM, où là on va pouvoir travailler avec les maquettes numériques qui sont construites au fur et à mesure dans le projet, dans lequel en fait on va avoir des données métiers et des données pour lesquelles en fait on va pouvoir se rapprocher des budgets, des enveloppes budgétaires que sur lesquelles on se base en fait pour pouvoir lancer un projet. Quelle est la différence entre entre une GED et un CDE? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une GED est un CDE. Un CDE n'est pas forcément la définition de CDE n'est pas forcément une GED. Une GED fait partie, enfin pour pouvoir avoir un CDE, il va falloir absolument avoir une GED. Donc la base, la brique principale du CDE, c'est d'avoir cette petite GED à disposition et de pouvoir travailler avec les métadonnées qui sont dessus pour pouvoir faire évoluer le projet, avoir beaucoup plus de connaissances sur le projet et du coup atteindre des niveaux de maturité BIM prescrits par la maîtrise d'ouvrage ou dans la documentation BIM. Alors pourquoi je dis prescrit par la maîtrise d'ouvrage ou prescrit dans la documentation BIM? Il arrive souvent que la maîtrise d'ouvrage demande à avoir du BIM, sauf que elle ne maîtrise pas forcément aujourd'hui les process en BIM, elle ne sait pas exactement ce qu'elle va faire avec le BIM. Elle sait que
elle veut travailler en BIM parce que c'est un processus qui est aujourd'hui de travail sur lequel en fait il y a des rendements intéressants, sur lequel en fait on va retrouver des déos assez intéressants, puisqu'on va retrouver toutes les informations possibles. Et du coup, en fait, l'idée quelque part, c'est de pouvoir travailler avec des niveaux de maturité en BIM, avec des collaborations les plus intéressantes et donc du coup récolter un maximum d'informations. Je vous représente cette petite image que vous connaissez très certainement. C'est une image qui aujourd'hui est diffusée quasiment dans toute la documentation BIM. J'ai fait exprès de la garder parce que à l'heure actuelle, c'est une image que l'on a beaucoup sur la documentation BIM française et elle permet en fait tout simplement de remettre les choses à plat. Donc, comme vous le savez, hein, on a eu on a eu en fait tout simplement on a un historique, on a eu un moment pré-BIM où en fait on travaille énormément avec la CAO, la DAO, on travaille beaucoup en dessin, la planche à dessin avant qu'on a numérisé par la suite et que du coup finalement avec les nouveaux outils BIM comme on l'a avec Revit chez Autodesk ou Archicad, Vectorworks et autres, on a la possibilité aujourd'hui de travailler et monter des modèles en BIM. BIM niveau 1 pour la maquette BIM qui sera isolée, hein, qui pourra prendre un ou plusieurs corps de métier dans son encapsulation. Ensuite, on va avoir un niveau un peu plus intéressant qui va être celui de la collaboration orientée modèle. Chaque personne va en fait tout simplement partager ses données métiers et il va y avoir du coup une concaténation et grâce à cette concaténation, on va pouvoir en fait lancer deux sujets. Un, la coordination et deux, les pré-synthèses et les synthèses de données. Le niveau 3, en fait, ça va être un modèle unique qui sera stocké sur un serveur centralisé, qui peut être synchronisé tout simplement à n'importe quel moment en temps réel s'il le faut. Ou alors, en fait, on peut tout simplement se dire, OK, on va monter les informations sur le serveur et puis une fois que on sera sûr de l'information, juste avant la date de livraison, on va en fait tout simplement publier les informations. Ça, en fait, on va pouvoir le faire avec des outils qui sont assez robustes, assez intéressants. Alors, je revenais là-dessus pourquoi? Pour cette partie-là, niveau de maturité 3. Alors, pour pouvoir travailler avec un niveau de maturité intéressant, il va falloir en fait investir son énergie en fait tout simplement sur des solutions qu'on ne retrouvera pas forcément en mode desktop, mais qu'on va pouvoir retrouver en fait sous forme de plateforme directement en connexion avec les autres entités et avec du coup cette possibilité de travailler de manière disparate sur le territoire ou des territoires. Je ne reviens pas sur ce que Cyril m'a dit, mais comme vous l'avez compris, en fait, aujourd'hui, et surtout avec les sujets qu'on a rencontrés en cette début de décennie, et notamment le Covid, euh, on a en fait ce besoin d'aller et de connecter systématiquement avec l'environnement, un environnement beaucoup plus vaste. Et pour pouvoir atteindre, du coup, encore une fois, des résultats qui vont être des livrables, en fait, tout simplement. Les résultats, les livrables directement, qui seront utiles pour pouvoir travailler en BIM niveau 3. Donc, du coup, sur la partie BLM, on laisse un peu la partie BIM. On va aller, du coup, un peu plus sur la partie BLM, puisqu'en fait, les informations qui ont été demandées dans la documentation BIM vont être intégrées dans la maquette, en tout cas, on l'espère. Et s'il le faut, il va falloir revenir en arrière. Et là, en fait, je reviendrai du coup dessus sur le fait qu'en fait, on va avoir ces possibilités-là d'avoir cette connexion entre nos outils de production, d'amélioration, d'enrichissement de maquettes directement avec ce niveau que l'on a là, le BIM niveau 3. Dans ce BIM niveau 3, ce qu'on va vouloir avoir, du coup, c'est une connexion web avec des hubs et sur lequel, en fait, on va pouvoir stocker de la donnée et faire de l'enrichissement. Les niveaux de maturité en BIM, on les a pour les modèles que l'on a de manière classique, les modèles que l'on définit sous forme de LOD, de niveau de développement de la maquette, mais on les a aussi sous forme d'information. Et le tout avec le niveau exigé dans la documentation globale, donc ce qu'on appelle le LOIM, qui va regrouper beaucoup plus d'informations que
le détail, les détails géométriques et du coup l'information, on va en fait avoir du coup un besoin qui est de structurer de la donnée, travailler avec des données qui sont utiles pour la gestion, exploitation, maintenance. Donc, comme vous l'a dit CM, vous pouvez travailler quand vous travaillez de manière isolée avec on va dire les chartes internes. Et à partir du moment où vous avez commencé à travailler avec les uns avec les autres sur des projets d'envergure, là, il va falloir en fait s'intéresser à ce qu'est les normes, hein, l'ISO 19650, 1, 2, et puis les autres chapitres qui viennent après. Et il n'y a pas que cela, il va y en avoir encore d'autres, hein. Tous ces aspects normatifs vont venir vous aider à cadrer les sujets. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils vous aident énormément à cadrer les sujets. Donc, du coup, vous l'avez compris, hein, à un moment donné, il va y avoir énormément de couches de données et une personne toute seule ne va pas pouvoir en fait s'assurer que toutes les informations sont correctes sur le projet. Il y a souvent des manquements, même pour moi aujourd'hui, quand je travaille sur des projets, il m'arrive d'avoir en fait des oublis, bien qu'il y ait des solutions d'automatisme. Mais l'idée quelque part, en fait, c'est de pouvoir travailler avec des circuits de validation et c'est ce que préconisent du coup les normes à l'heure actuelle. Ces circuits de validation sont en fait très appréciés par la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, en fait, pour pouvoir récupérer les informations et de faire en fait vivre le bâtiment de manière numérique et donc du coup faire vivre la gestion, exploitation de maintenance, on a du coup ces différents statuts. Alors, on a les statuts en cours, partagés, publiés et archivés quand en fait on a plus vraiment de soucis. Et pour ça, en fait, que ce soit pour le PIM ou l'AIM, que ce soit en CAPEX, en OPEX, que ce soit en phase de conception, exécution ou alors au niveau de la gestion, on a en fait des processus organisationnels à mettre en place. Ces processus organisationnels doivent en fait tout simplement être mis en place, mais aussi impacter l'humain. C'est pour ça qu'en fait, les rôles et les responsabilités sont très importants et c'est ces éléments-là qui sont dès le départ en fait, hein, sont préconisés et du coup exigé par la maîtrise d'ouvrage parce que de l'autre côté, on a besoin de savoir du coup au niveau de la maîtrise d'œuvre, au niveau des entreprises de réalisation, qui va faire quoi, qui s'occupe de la technologie, qui s'occupe des process, comment sont gérées les personnes, est-ce qu'ils ont les capacités, hein, on parlait aujourd'hui de capacités qu'on a de moins en moins, c'est très compliqué de les avoir, mais la maîtrise d'ouvrage, elle, de l'autre côté, étant donné qu'elle doit faire tourner une machine, elle a besoin du coup de s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors, est-ce que tout fonctionne toujours correctement au niveau des projets? On a un client, comme vous l'avez compris, qui a besoin d'identifier énormément de personnes sur les projets. Elle investit énormément sur des projets. Elle exige le BIM. Donc, du coup, elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Vous le savez, il y a toujours un référent. Il y a un des référents BIM, il y a un AMO BIM, souvent des BIM managers, des BIM coordinateurs, des BIM modelers. Et aujourd'hui, en fait, on voit de plus en plus voir apparaître des JED managers. Mais il y a aussi les autres qui sont néophytes, qui interviennent sur des projets, qui n'ont peut-être pas forcément demandé ou qui l'ont demandé, et qui finalement sont un petit peu à l'écart par rapport au processus que l'on a et qui sont mis en place sur les différents projets. Et là, en fait, quelque part, il y a aussi les entreprises de réalisation qui interviennent, les fournisseurs, les fabricants, le BLM manager, les chargés d'affaires, les chargés de projet, les exploitants, les maintenants, eux interviennent sur les projets et ils arrivent sur des sujets sur lesquels des fois ils sont un petit peu à l'écart. Mais tous en fait vont dans la même direction et ont besoin du coup de respecter ce que le projet exige de leur part, donc une qualité, des délais qui sont souvent plus courts que d'habitude, et des coûts qui finalement évoluent et des fois en fait respecter les coûts c'est pas forcément c'est le parcours du combattant au détriment et de la qualité et du délai. Donc, du coup, comment faire pour pouvoir travailler tous main dans la main sur un projet? L'idée, c'est de pouvoir travailler avec un C2 qui est robuste. On a, comme vous l'avez compris, besoin d'organisation, besoin de communication, besoin en fait de travailler avec les données comme du coup la timeline, le planning,
partager des informations et travailler aussi avec d'autres solutions qui vont pouvoir être en mode satellite, en fait, en mode, ça va être en fait des plus. Pour choisir une bonne, du coup, pour choisir un CDE assez robuste, il va falloir en fait tout simplement travailler sur les informations qu'on a besoin le plus. Moi, j'ai récupéré un document que je vous partagerai du coup par la suite. Un document sur lequel en fait on a la possibilité de regarder un petit peu quels sont les meilleurs éléments qu'on peut avoir sur la partie CDE. C'est ce que l'on a là. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi du coup j'ai choisi de présenter un CC par la suite, c'est qu'en fait la plupart des éléments que l'on a vont se retrouver dans Autodesk Construction Cloud. Alors, Autodesk Construction Cloud. Pour moi, en fait, dans cette partie-là, j'aimerais en fait vous montrer à quel point la plateforme évoluait par rapport à l'ensemble des plateformes que l'on a sur le marché. Cette plateforme-là, en fait, elle a été présentée il y a pas très longtemps. Elle était déjà existante sous un autre nom, mais elle a choisi d'évoluer pour pouvoir en fait tout simplement maîtriser tous les maillons de la chaîne de production sur les projets de conception-réalisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de travailler avec une solution comme ça, en tout cas la force de cette plateforme-là, c'est de pouvoir en fait vous suivre sur plusieurs éléments de mission dans un projet de conception-réalisation. Il arrive sur des projets que vous ayez plusieurs GED. Là où en fait on a une innovation avec cette plateforme-là, c'est qu'en fait cette plateforme-là va vous aider à tous les niveaux. Alors, la technologie qui se cache derrière cette solution-là, c'est la technologie Forge. Forge, qui a aujourd'hui un nouveau nom, ça s'appelle aujourd'hui Autodesk Platform Service. Cette technologie est utilisée depuis presque une décennie et permet aujourd'hui, en fait, tout simplement d'aller au plus près des battements du cœur d'un bâtiment qui vit, en fait. L'idée, c'est de pouvoir mesurer énormément d'informations, comme les températures, comme les occupations, comme par exemple aussi un réchauffement, comme par exemple aussi des orientations, etc. etc. Cette technologie-là a fait ses preuves aujourd'hui sur le marché et aujourd'hui, c'est celle qui motorise la plateforme Autodesk Construction Cloud. L'avantage aussi de travailler avec une plateforme comme celle-ci, hein, je ne dirai jamais assez, je pense, c'est qu'aujourd'hui, elle inclut contrairement à d'autres plateformes, directement des services. Il y a énormément de services dessus, comme par exemple la gestion du coût, la possibilité en fait tout simplement de pouvoir faire des comparatifs, la possibilité en fait de pouvoir suivre un projet sur les différents risques qu'il peut y avoir. Et l'une des choses les plus importantes, celle qui fait avancer les projets, c'est du coup l'aspect collaboratif. Je reviens du coup sur cette partie-là, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, je remets cette image-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien ce niveau de maturité-là. Sur ce niveau de maturité-là, en fait, on va avoir la possibilité du coup d'intégrer un maximum de gestion d'informations. Cette gestion d'informations, elle va pouvoir se faire du coup grâce à différents outils qu'il y a sur la plateforme. Et Autodesk a bien compris, hein, il a bien fait son étude. Aujourd'hui, la plupart on va dire des fonctionnalités clés sont reprises sur la plateforme et sont en fait proposées sous forme de briques. On va avoir du coup Docs qui va s'occuper du coup de la GED. Et derrière, en fait, depuis cette GED-là, vous allez avoir des connexions avec la partie productive, donc du coup, les bureaux d'études et les entreprises de réalisation qui vont faire des mises à jour. On va avoir aussi du coup, la connexion avec ceux qui vont faire du coup le suivi de chantier. Donc du coup, on va faire aussi de l'estimation et pourquoi pas de la gestion de coûts. Et on va avoir aussi, du coup, là, c'est vraiment l'outil clé de la plateforme, celui que je préfère, c'est Autodesk Build, celui qui permet en fait d'aller encore plus loin, de travailler sur le planning, de continuer à faire des réunions qui finalement sont efficientes, et derrière aussi de pouvoir aller sur le chantier, faire des relevés, partager les informations, et donc du coup travailler jusqu'à la réalisation d'un projet. Alors, dans les différentes fonctionnalités que je vais vous montrer, en fait, je les ai divisées en fait en quatre grandes parties. L'idée, en fait, c'est de vous montrer quelles sont
la mise en place, quels sont les bénéfices de la mise en place d'une plateforme GED, quels sont les rôles concernés, et voilà. Dans les trois autres parties, je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut faire avec la plateforme et comment du coup l'usage de la plateforme facilite du coup les échanges, propose beaucoup d'avantages et du coup aide les personnes qui vont en fait être amenées à faire pourquoi pas de l'exploitation et de la maintenance. Donc dans cette mise en place, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Common Data Environment va être un environnement qui sera partagé avec différentes parties prenantes. L'idée, en fait, quelque part, quand on a une plateforme collaborative, c'est de pouvoir aider vraiment toutes ces parties prenantes à retrouver les informations clés sur leur projet. Et encore une fois, les éléments qui sont à jour. Alors, pour pouvoir en fait travailler avec une GED sur un environnement commun de données, c'est d'abord en fait travailler sur la hiérarchisation des données, travailler sur du coup l'arborescence projet. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir inviter toutes les personnes sur un projet et donc du coup un client qui souhaite absolument récolter un maximum d'informations à l'issue d'un projet, il a tout intérêt à venir mettre en place une plateforme collaborative comme celle-ci, d'autant plus qu'il y a une gestion des droits. Donc, du coup, il va y avoir des dossiers sur lesquels, en fait, on va pouvoir avoir un accès, ou alors d'autres sur lesquels, en fait, finalement, on aura justement un droit de regard, mais pas forcément un droit de téléchargement. Et tout ça, en fait, c'est géré par la partie la principale, qui est la partie docs que vous avez à l'écran. Alors, est-ce que cette plateforme est chère? Non, pas forcément. Non, non, pas du tout, même j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, elle est fournie gratuitement quand vous avez une collection AEC. Et en fait, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, et que beaucoup de gens, du coup, ont besoin en fait de comprendre que une fois que la plateforme elle est activée, vous pouvez directement créer un environnement commun de données partagé avec les différentes personnes qui sont en entreprise. Grâce à cette plateforme, en fait, vous allez avoir une vision 360 degrés sur le projet. Donc, vous allez avoir un tableau de bord qui va vous dire en fait exactement quelles sont les informations sur lesquelles vous êtes en retard, quelles sont les informations sur lesquelles vous êtes en avance, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées, quels sont les risques que vous êtes en train de rencontrer. Donc, du coup, il va vous donner en fait tout simplement une information à jour par rapport à toutes les métadonnées qui seront enrichies sur le projet. Grâce à cette plateforme, sur les projets, vous allez pouvoir du coup sélectionner quelle maquette, puisque la plateforme vous donne la possibilité d'ouvrir plus de 50 types de fichiers, et du coup, vous allez pouvoir naviguer en 2D ou en 3D et être en immersion du coup dans le projet. Ce qui est intéressant du coup, et ce qui reprend la norme ISO 19150, c'est du coup cette possibilité de comparer en fait plusieurs versions de fichiers de manière classique, donc du coup avec la version qui est fournie gratuitement avec la collection AMC, vous avez la possibilité, du coup, quand vous avez deux fichiers qui vous ont été livrés, vous en tant que client ou alors vous en tant que maîtrise d'œuvre ou entreprise, quand vous avez fourni deux fichiers et vous voulez vérifier si oui ou non les modifications ont bien été prises, si quelque part il y a un circuit de validation en interne, votre projeteur, votre modeler vous envoie l'information et vous devez vous occuper de pousser l'information sur la plateforme pour pouvoir être à jour au niveau de vos livraisons, vous avez cette capacité de pouvoir comparer deux versions de fichiers. Donc, la première version de fichier que vous avez partagée va prendre sa place sur la plateforme, et quand vous avez poussé la deuxième version de fichier, votre plateforme est assez intelligente pour garder en mémoire cette notion de versionning. Ensuite, vous allez avoir, du coup, dans les 10 fonctionnalités que je vous montre, les points de vigilance et les problèmes en fait que vous allez pouvoir renseigner. Alors, quel est l'intérêt de pouvoir positionner des pastilles à droite à gauche sur un projet? C'est pas forcément que pour avoir cette capacité de collaborer les uns avec les autres, c'est aussi cette capacité de pouvoir en fait résoudre très rapidement des problèmes. Ces problèmes-là, en fait, qu'on va soulever sur le projet, on va pouvoir les retrouver en listing sur chaque élément qui sera partagé, ou alors en fait directement dans un environnement, un menu dans lequel en fait on va avoir énormément d'informations et pour lequel en fait on va pouvoir même faire des rapports. Ça c'est très très intéressant.
Sur ces problèmes-là, on va pouvoir aussi enrichir énormément d'informations, de métadonnées, et c'est ces métadonnées-là qui vont faire évoluer du coup le projet et en fait du coup, avertir les uns et les autres d'une problématique, soit de coordination, soit de constructibilité, ou bien d'autres hein, de conception sur le projet. Les revues et le suivi. On parlait du coup de circuits de validation. Les circuits de validation on a la possibilité de les mettre en place sur la plateforme. On a la possibilité de mettre plusieurs personnes en tant que réviseur sur le projet. On peut les mettre soit à plusieurs et en faire un groupe, soit tout simplement les mettre à la chaîne en mode séquentiel. L'idée en fait quelque part, c'est de pouvoir en fait avoir s'assurer en fait que les informations qui sont fournies vont pouvoir être délivrées correctement en temps et en heure. Bien entendu, à n'importe quel moment dans le suivi de cette revue-là, les revues qui sont possibles avec la plateforme, vous allez avoir la possibilité d'annoter les informations qui ont besoin du coup d'avoir un regard soit extérieur, soit en fait un regard approfondi sur lequel en fait il y aura besoin par exemple de faire des modifications. La communication, hein, je reprends le thème de la communication qui est très très important avec cette plateforme-là, hein, quand on va se retrouver sur du coup, les phases de conception et d'exécution, on va en fait avoir besoin du coup de partager les informations dans le même environnement de commande de données. Mais on a besoin d'une intelligence un peu plus accrue sur cette plateforme-là. Et c'est là où je trouve que ACC répond énormément aux besoins des acteurs du monde de la construction et de la conception, parce qu'en fait, on va avoir cette possibilité de superposer différentes timelines associées au métier. Et sur ces timelines-là, on va pouvoir voir en fait tout simplement quelles sont les informations qui ont été récemment mises à jour, comment elles ont été poussées, en fait, combien d'informations on a aujourd'hui, est-ce que ces informations-là sont les dernières ou pas, et du coup, exiger tout simplement de la part des uns et des autres de pousser à nouveau les informations. Si une réunion de coordination a eu lieu entre deux et que finalement les informations n'ont pas été publiées entre deux. Donc ça, c'est quand même une force que l'on a sur la plateforme collaborative, c'est avoir cette capacité d'avoir un tableau de bord en ligne qui est accessible sur votre téléphone, sur vos iPads, Android, Mac, PC, en fait, sur toutes sortes de supports sur lesquels il y a un navigateur. On va avoir cette capacité du coup de voir où on en est exactement sur le projet. C'est un outil très intéressant pour les coordinateurs BIM et les BIM managers, d'autant plus qu'en fait on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec cet outil-là. On va même pouvoir aller automatiser des pré-synthèses et quelque part en fait ça nous permet du coup de gagner énormément de temps puisque une fois qu'on a mis en fait on a créé des espaces de collaboration, on va pouvoir du coup aider les concepteurs et les personnes qui vont mettre en œuvre, qui vont poser des plans d'exécution, des maquettes, on va pouvoir les aider du coup à mieux en fait à mieux collaborer les uns avec les autres et du coup arriver à être prévisible sur certaines problématiques que l'on rencontrera éventuellement sur le chantier. Donc là on l'a vu, hein, on n'a plus besoin de vous montrer des études, mais le BIM à l'heure actuelle aide énormément sur la partie synthèse, pré-synthèse, et en fait aide énormément du coup les bureaux d'études à communiquer les uns avec les autres, et donc du coup à collaborer. Alors, comment on fait quand on a des problèmes que l'on rencontre sur les projets, hein, qu'ils ont été soulevés soit par annotation, soit par problème, soit par tout simplement par détection de conflit. L'idée, en fait, quelque part, c'est tout simplement de travailler avec les outils que l'on a en mode desktop, donc les outils Revit, qui sont les outils de production, et qui vont, en fait, tout simplement, grâce à une connexion avec la plateforme collaborative, récupérer toutes les problématiques qui sont identifiées sur la plateforme collaborative. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui sont invitées sur la plateforme collaborative, quel que soit l'horizon, vont pouvoir, en fait, tout simplement positionner des pastilles et aider du coup à avoir une maquette qui atteint les objectifs de la maîtrise d'ouvrage. Et en phase chantier, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir en fait tout simplement se balader avec l'outil, la plateforme, et connecter avec votre planning, connecter avec vos différents formulaires. Vous allez avoir la possibilité du coup de suivre votre
projet et de remonter un maximum d'informations. Donc là, en fait, on passe encore une étape. Hein, je vous parlais un petit peu des points de vigilance, des pastilles. Là, on va encore plus loin, c'est qu'on va essayer du coup d'aller faire en sorte que la feuille de route, hein, le checking que l'on doit faire sur le chantier puisse se faire et être tracé d'une certaine manière. Au niveau final, hein, après les opérations, quand on aura en fait fait les relevés, l'idée en fait c'est de pouvoir aussi, ou même à n'importe quelle phase, hein, j'ai envie de dire, c'est pas forcément que à la fin du chantier, on va pouvoir aussi extraire un maximum d'informations sur le projet. Par ces informations qu'on aura extraites, on va pouvoir du coup consulter ça sur outils, hein, ceux qui sont fans de Power BI par exemple, ou autres, hein, et qui veulent leur tableau de bord. C'est quelque chose qui est configurable directement sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, et donc du coup, on va pouvoir quelque part derrière travailler avec ces données, ces métadonnées, et s'assurer que les objectifs sont atteints ou alors en fait sont en cours d'atteinte. Voilà. On a commencé en fait, tout simplement de s'y rapprocher. Voilà. Avec ce genre de plateforme-là, on va pouvoir même aller encore plus loin au niveau de la collaboration. Là, on va pouvoir vraiment collaborer dans un même environnement, quel que soit l'endroit dans lequel on va se situer sur le territoire ou les territoires. À partir d'une bonne connexion Internet, une fois que vous avez une très bonne connexion, vous allez pouvoir tous communiquer dans la même pièce, voire même être tous en immersion dans le, le projet directement. Donc, si je veux conclure très rapidement sur cette outil-là, hein, on a aujourd'hui une GED ou une GED ou un CDE ou alors plusieurs CDE qui sont sur les projets, hein, de manière classique aujourd'hui. Hein, on ne va pas vous mentir, il arrive qu'il y a plusieurs GED qui sont déployés sur le projet. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises et aussi les autres acteurs qui arriveront derrière et qui récolter les informations et donc du coup enrichir les informations vont arriver derrière et vont stocker les informations. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une plateforme comme celle-ci, hein, aussi robuste comme elle se présente, a en fait continue à se développer et propose aujourd'hui des possibilités tout simplement de faire des bridges, donc des ponts entre les différentes entités que vous avez là présentées, et du coup laisser en fait tout simplement des environnements partageables entre les différentes GED. Les GED, donc du coup les CDE sur ce projet-là. L'idée derrière, c'est juste de pouvoir travailler, enfin, il faudrait avant ça travailler qu'avec de la plateforme Autodesk Construction Cloud. Mais quasiment sur tous les projets sur lesquels je travaille actuellement, il y a aujourd'hui une plateforme comme celle-ci si c'est pas celle-ci qui est déployée. Et le problème que l'on rencontre aujourd'hui, et là où en fait Autodesk a fait quelque chose d'assez fort, il continuera du coup à proposer des innovations comme celle-ci, c'est le fait de pouvoir lier tout le monde les uns avec les autres, maîtriser du coup cette chaîne-là et proposer du coup des passerelles entre les différentes entités. Je finis du coup cette présentation en vous partageant d'autres informations, comme le fait que par exemple on a déjà énormément proposé des webinaires sur des outils ACC. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver en fait quasiment tous les webinaires sur tous les modules. Et donc du coup, aller beaucoup plus en détail sur l'usage des différentes fonctionnalités sur chaque module. Autre information, c'est qu'on est en capacité de vous mettre à disposition les différents produits, les formations, que ce soit sur la partie ISO 19650 ou Smart, sur les différents modules. Hein, ce mois-ci, même le mois dernier, on en a fait énormément sur la partie Docs, Collaborate, Build. Et on a aussi la possibilité, hein, c'est quelque chose sur lequel on a réfléchi depuis 2 ans, c'est de vous accompagner sur la mise en œuvre de ce genre de plateforme-là sur vos projets. Donc, du coup, tout ce qui est gestion, tout ce qui est flux d'échange, le suivi, les rapports, l'extraction de données. Et voilà. Donc, avant de donner la main à mon collègue Bassem, avec lequel on a travaillé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé
avec pas mal de belles startups, hein, Vercor, etc., et d'autres. Donc avant de lui donner en fait la main, je vais tout simplement vous partir sur la nouvelle question, nouveau sondage. Donc c'est Siam qui va prendre le relais. Et voilà. Siam, je te donne la main. Oui, bah écoute, merci beaucoup, Chouab. Super, merci. Prie. Donc oui, on va prendre quelques secondes pour vous inviter à répondre donc à cette question. Avez-vous déjà utilisé Autodesk Construction Cloud ou des outils similaires? Alors pour ceux peut-être qui connaissez aussi BIM 360, c'est valable aussi. Et puis entre-temps, ce que je vais vous dire aussi, c'est que on vous a partagé dans le panneau sur le côté le document, donc la fameuse étude Autodesk State of Design and Make. Donc c'est un document PDF que vous pouvez récupérer directement dans le panneau et dans le volet documents qui est à votre disposition. Ok, bien, je vais juste essayer de voir les résultats, parce que moi, je ne les vois pas. Super. Ok, donc, donc on a quand même une majorité d'entre vous qui n'utilisent pas Autodesk Construction Cloud, mais qui aimeraient en savoir plus. Donc, ça sera à nous de faire en sorte que vous en sachiez un petit peu plus. Hein. Donc, toutes les équipes management sont à votre disposition pour ça. Donc, on a quand même une quinzaine de pourcents qui utilisent déjà Autodesk Construction Cloud, c'est bien. Des outils similaires. Et puis, bon, certains d'entre vous que ça n'intéresse pas plus que ça. Donc, ça se trouve, vous êtes sur d'autres solutions. Et de toute façon, c'est toujours intéressant d'en apprendre sur des solutions autres que peut-être celles que vous utilisez, peut-être utiliser d'autres solutions collaboratives sur vos projets. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger encore une fois vos informations et vos impressions avec nous. Je vais laisser la parole à Bassem. Alors Bassem, pour que tu puisses prendre la main sur le… Oui. Donc voilà, est-ce que tu as ce qu'il faut? Oui, je vois normalement, ton écran, normalement. Très bien, très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de me rejoindre à vous aujourd'hui en tant qu'invité pour partager mon retour d'expérience sur l'utilisation d'une plateforme collaborative. Mon nom est Sherif Bassem et je travaille aujourd'hui en tant que BIM Manager chez Vercor. Au cours de ma carrière, si je peux dire, j'ai eu le privilège d'explorer et de travailler avec différentes méthodes et différentes façons de collaboration dans les projets de construction. Récemment, chez Vercor, nous avons pris la décision de mettre en place un environnement commun de données au sein de notre organisation. Et je suis enthousiaste à l'idée de vous faire part de notre expérience et des leçons que nous avons appris et des choses qu'on a pu voir à travers cet usage. Donc, mon objectif aujourd'hui est de vous fournir un aperçu concret de la manière dont Autodesk Construction Cloud participe fortement à la transformation de notre façon de travail en facilitant la communication, la gestion de projets de construction et la collaboration à l'échelle de notre équipe aujourd'hui, l'équipe Facilities de Vercor, ou appelée encore l'équipe construction, et aussi donc à l'échelle de notre entreprise. Et personnellement, je suis convaincu que la collaboration est au cœur de la réussite de toute organisation. Et je suis impatient de vous montrer comment l'usage d'un vrai Common Data Environment peut être un catalyseur puissant pour améliorer vos workflows de travail et atteindre vos objectifs plus rapidement et d'une manière plus efficace. Bon, sans plus tarder, je vais me permettre de plonger un peu plus dans l'exploration de notre expérience, et de découvrir comment le BIM et l'environnement commun de données nous aident aujourd'hui à collaborer autour de notre projet de construction d'actualité aujourd'hui, qui est notre Gigafactory. Je vais commencer par une petite présentation de notre entreprise aujourd'hui. Vercor, c'est qui? Donc Vercor, c'est une start-up française créée en 2020
C'est un industriel français dans l'industrie du batterie de véhicules et de stockage stationnaire. Donc, on est basé à Grenoble. On a notre Verkor Innovation Center et notre head office, aussi notre labo R&D. Notre objectif, c'est de relocaliser, décarboner et réhumaniser l'industrie, l'industrie de production de batteries. Notre objectif très proche, c'est d'avoir une capacité de production de 16 gigawattheures par an. Et dans l'horizon de 2030, on a comme objectif de devenir un leader et français et européen avec une capacité de production de 100 gigawattheures par an. Notre projet d'actualité aujourd'hui, c'est le projet à Dunkerque, la construction de la Gigafactory, notre première Gigafactory à Dunkerque. Et l'équipe Verkor aujourd'hui, on est plus de 365 collaborateurs. On a un peu plus de 1200 années d'expérience cumulée en matière de batterie. Et comme vous pouvez le constater sur mon slide, on vient de 4 coins du monde. On est aujourd'hui à 37 nationalités qui peut vous donner pourquoi on cherche une méthode efficace de collaboration. Donc, quant à moi, je suis aujourd'hui le BIM Manager qui fait partie de l'équipe installation Facility Steam de Verkor. J'ai fait un master en gestion intégrée de construction intitulé GP BIM. GP, c'est pour gestion patrimoniale. Donc, la vision qu'en essayant d'implémenter aujourd'hui chez Verkor, c'est justement une vision plus complète d'un projet de construction. J'ai eu des précédentes expériences en matière de standardisation, de collaboration et de modélisation BIM ici en France et aussi en Tunisie. À la base, mon diplôme de base, c'est ingénieur génie civil. Donc, j'ai eu des expériences en expatriation dans des projets de génie civil en tant qu'ingénieur génie civil et en tant qu'ingénieur de projet. Donc en bref, c'est moi aujourd'hui. Donc le BIM, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite présentation qui répond à ces questions-là. Donc aujourd'hui, le BIM chez Verkor, c'est quels sont les enjeux, pourquoi on a choisi d'avoir un environnement commun de données, quelle est la solution choisie comme environnement commun de données aujourd'hui par nous, comment on l'a mis en œuvre et quels sont nos prochains objectifs par rapport à cet usage. Donc aujourd'hui, quel enjeu on a? On a, si je peux me permettre, ces deux enjeux grands et majeurs. Donc on a l'amélioration de la collaboration dans les projets de construction et on cherche à réduire fortement les coûts et le temps de réalisation. Et l'objectif d'après, c'est d'avoir un jumeau numérique de l'existant afin d'optimiser notre exploitation du bâti. Donc aujourd'hui, les deux enjeux sont je peux dire, dans le dashboard de notre projet de Gigafactory, parce qu'on cherche à avoir une usine une des usines les plus développées de l'Europe, donc une usine smart. Et du coup, les outils d'actualité, on a besoin de les utiliser à fond pour arriver à cet objectif. Donc, si je peux dire qu'aujourd'hui, nos principaux défis, c'est dans un projet de telle grandeur, on a un nombre d'intervenants qui est suffisamment important. Un projet industriel, il est toujours complexe. Donc, un projet industriel d'usine de batterie, il est aussi complexe que tous les projets industriels avec la complexité spécifique au process de fabrication de batterie. Donc, comme j'ai dit au début, on est une équipe qui contient des experts qui viennent des quatre coins du monde, donc on a des habitudes de travail qui sont efficaces, mais qui sont parfois différentes.
Donc ça, c'est un challenge et un atout aussi. Donc on a une définition de besoin qui est en cours et qui s'améliore de jour en jour. Donc on a besoin d'avoir un certain niveau d'agilité pour définir rapidement et aussi mettre ces définitions en clair pour nos collaborateurs dans le cadre de ce projet. Et on a un temps d'exécution qui est bien défini et qui est bien limité. Donc ça, c'est les principaux défis. Par contre, les atouts qu'on a aujourd'hui en tant que Vercor, on a vraiment un esprit innovant en tant que startup. J'ai déjà parlé de l'agilité qu'on a en interne. On a l'avantage aussi que peut-être d'autres entreprises manquent aujourd'hui, on a l'avantage de définir nos processus et d'améliorer cette définition de jour en jour. Et on a le retour d'expérience de notre premier projet de construction, qui est le Vercor Innovation Center. Et l'atout que je l'ai laissé à la fin, mais qui c'est vraiment un atout très important, c'est d'avoir un management qui est à l'écoute des propositions, des propositions d'amélioration et qui est capable d'agir par rapport à ces propositions dans un temps bien court, si on peut dire. Donc aujourd'hui, pourquoi on s'est posé la question d'avoir un environnement commun de données? C'est tout simplement, ça vient à une réponse que je suppose aujourd'hui les acteurs, ça vient en réponse à une question qu'aujourd'hui les acteurs de BIM font face chaque jour, c'est où est-ce que je peux trouver les dernières maquettes? C'est aussi simple que ça. Donc, mais une fois on a répondu à cette question, par rapport à des projets en BIM, les experts métiers qui n'ont pas aujourd'hui forcément la connaissance technique d'usage du logiciel ou des outils techniques BIM, ils vont commencer à poser d'autres questions derrière, telles que quel logiciel je peux utiliser pour ouvrir le fichier? Déjà, c'est quel format du fichier? Est-ce que j'aurais besoin d'une formation parce que l'interface du logiciel ensuite, ça paraît un peu compliqué. Si je constate un problème par rapport à mon expertise métier sur la maquette, comment je peux monter ce problème? Est-ce que je prends des captures d'écran, j'envoie des mails? Ce genre de questions. Donc, d'où la nécessité de répondre à toutes ces questions à travers l'implantation d'un environnement commun de données pour permettre à nos experts métiers d'avoir une vision sur le projet virtuel, dans ce cas, le projet réalisé en modèle virtuel, qui va leur permettre d'interagir et d'apporter leur expertise métier à ce projet. Donc, quelle solution on a choisi? Donc, pour nous aujourd'hui, avant de choisir la sélection, on a fixé les critères qui vont nous permettre de s'orienter vers une solution et pas une autre. Donc, on a cherché à avoir un contrôle total des droits d'accès et des définitions de process. On veut à la fois en interne et en externe gérer avec des workflows bien définis qui a accès à quel document ou à quel dossier et quelles sont les interactions que chaque personne sur le projet peut faire avec les autres personnes, notamment pour utiliser les features qui sont aujourd'hui sur ACC, tels que issues ou les markups, comment les utiliser, qui peut les utiliser, sur quel document. Donc, on a cherché à avoir ce niveau de contrôle. Aussi, on a cherché à avoir un environnement commun de données ou une plateforme qui a une interface qui est suffisamment simple pour les gens qui les découvrent pour une première fois, pour ne pas avoir une réticence par rapport à l'usage. Donc, et permettre aux experts métiers
de se familiariser d'une façon suffisamment rapide pour apporter leur expertise. Aussi, on a cherché une plateforme là où les coûts d'investissement sont maîtrisés, c'est-à-dire s'il y a besoin d'acheter des licences, de gérer des licences ou d'investir dans des formations où on a besoin d'avoir une vision très complète sur les coûts d'investissement. Aussi dans une vision plus globale de notre entreprise qui vise toujours à avoir que participer à une décarbonisation de l'environnement aujourd'hui. On cherche à avoir un échange minimal de mails et on sait tous, surtout les gens qui sont spécialistes en BIM aujourd'hui, que si on n'a pas un environnement commun de données qui est capable de répondre à certaines fonctionnalités que tout à l'heure Chouab et Siem ils ont présentées en détail, nous serons obligés en fait, de partager et les maquettes, soit des exportations sous certains formats, et peut-être des BCF, des captures d'écran, des rapports Excel pour gérer des problèmes qui existent sur les maquettes. On n'a pas voulu se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Et ces échanges, on cherche toujours à garder une trace de ces échanges et des versionnings de ces échanges ou des supports d'information qu'on communique autour aujourd'hui. Ok, on cherche aussi à ne pas multiplier, si je peux me permettre, les clics pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'usage de logiciels. Donc, dans l'idéal, ne pas avoir une installation à faire. Et c'est le cas aujourd'hui avec Autodesk Construction Cloud. On est sur une solution qui marche sur un navigateur, donc il n'y a rien à installer. Il suffit d'avoir un navigateur tel que Chrome ou autre pour accéder à l'environnement. Et après, l'objectif principal, c'est toujours de mener les discussions techniques directement sur un environnement commun de données pour avoir cette vision de centraliser les discussions autour d'une maquette ou dans ce cas d'une maquette qui est constituée par plusieurs intervenants, donc une maquette fédérée. Donc la solution qui a été choisie aujourd'hui par Vercor, c'est pour la réalisation donc, de cet objectif, c'est Autodesk Construction Cloud, notamment les fonctionnalités Docs, BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. Donc, pour le déploiement de la solution, on a suivi donc ces étapes pour permettre la réalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle statique, parce qu'on a d'autres équipes en interne qui travaillent sur la partie de modèle temps réel, si on peut dire, notamment notre équipe digitale aujourd'hui. Mais on a comme objectif de l'usage de cette plateforme, c'est de réaliser un modèle statique du bâti qui est vraiment une copie virtuelle de ce qu'on a construit. Donc après la présélection, si on peut dire, on a demandé d'avoir un démo chez Autodesk de leur solution. Après le démo, donc on a sélectionné cette solution, c'est-à-dire on a acheté les licences nécessaires pour le démarrage. Et on a donc communiqué autour en interne et avec nos collaborateurs du projet. Donc, on a fait ensuite une formation pour les gens qui sont censés utiliser la plateforme au démarrage. Après, on a rédigé les documents explicatifs et les documents qui permettent aux gens de se familiariser d'une façon plus rapide de l'usage de cette plateforme. Et donc, on a inclus l'usage de l'Autodesk Construction Cloud dans notre BIM Execution Plan
Après, il y a une étape qui est en cours aujourd'hui, c'est l'étape 8, c'est de suivre et accompagner l'implémentation chez Vercor et les intervenants dans le cadre de notre projet. On prend en considération les ajustements, les améliorations qu'on peut faire et on communique autour. Et s'il y a nécessité, on fait des formations pour être sûr que tout le monde il a un niveau de maîtrise qui lui permet d'apporter l'expertise métier liée à la construction autour des maquettes BIM. Donc, comme vous voyez à gauche, on a commencé l'usage en mai dernier, on était à 4. Aujourd'hui, on est à une vingtaine de personnes. Ça, c'est il y a quelques jours, on était 18. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes et on est normalement lorsque tout est bien en place, nous serons une cinquantaine de personnes à travailler autour du projet. Donc, l'évolution de l'usage du Common Data Environment pour nous. Donc, l'objectif, c'est si je peux utiliser le terme, c'est la démocratisation du BIM en interne. Le BIM est jusqu'à un temps pas trop loin, il a été vu toujours comme un modèle 3D, sauf que pour permettre une meilleure exploitation du BIM comme un outil de réalisation, un process de réalisation de projets de construction, il faut plutôt regarder le BIM, comme peut-être le terme il est utilisé par plusieurs d'entre vous aujourd'hui, comme un Better Information Management. Donc, c'est un outil de gestion d'information de construction d'une façon meilleure que on faisait avant et pas une couche qui s'ajoute à la méthode, si je peux dire, normale ou traditionnelle de travail dans les projets de construction, c'est-à-dire réaliser des plans après le BIM, ça vient juste pour faire beau au projet de construction, soit à la fin, soit au début pour vendre le projet. On veut exploiter pleinement donc les capacités du process BIM. Donc peut-être prochainement, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai bien déjà expliqué que on a une utilisation de Collaborate et Collaborate Pro. Prochainement, nous sommes en train d'étudier l'usage de la fonctionnalité que Shoaib a présentée tout à l'heure. C'est la fonctionnalité Build pour avoir une vision plus complète de nos projets de construction. J'espère que j'ai pas pris beaucoup de temps pour vous et j'attends vos questions par rapport à ce que je vous ai présenté. Je te laisse à moi, Siem. Le Better Information Management, c'était très édifiant, c'est bien une continuité et en fait, ça pose vraiment la question de la collaboration. Alors, je vais inviter aussi Shoaib à nous rejoindre pour le volet questions. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Avant d'aller sur les questions, je vais juste vous repartager mon écran pour l'actualité. En attendant vos questions. Hop, donc juste pour vous inviter à aller écouter notre dernier podcast qui est, donc notre invité était Samuel Locus, BIM Manager chez Villiers, donc l'agence Villiers Architectes, et qui nous parle vraiment de comment les architectes font le BIM, ou en fait vraiment comment le processus BIM intervient dans le process de conception des architectes et de gestion des projets. L'équipe technique est très inspirée assez régulièrement et donc produit des articles très intéressants sur Autodesk Construction Cloud, sur l'IFC, sur AutoCAD, sur Revit, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre blog vous trouverez sûrement une réponse à une de vos questions.
Et puis, bon, bien sûr, les webinaires aussi, donc de Man Machine, nouveauté encore Autodesk Construction Cloud. J'imagine que c'est toi qui vas animer ça, je suis sûr. Oui, exactement. Et Power BI pour Revit et enfin Python pour Dynamo. Alors, est-ce qu'on a des questions? J'ai une question. Je me suis trompée dans ma réponse. Ah, c'est pas grave. C'était, j'imagine, dans un sondage. Non, mais écoutez, il n'y a pas de souci. C'est pas quelque chose qui est dommageable pour personne. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en vois pas. Je vais juste afficher les questions si j'en vois. Ah si, pardon, excusez-moi. Comment? Alors, j'ai donc une question, alors peut-être pour vous deux. Comment gérer la collaboration et la pérennité du projet avec des logiciels qui ne font pas du format IFC, comme AutoCAD Plan 3D? Alors, nous ne sommes pas des, enfin, en tout cas, ceux qui sont autour de la table ici ne sont pas des experts plan 3D. Mais de mémoire, en fait, AutoCAD Plan 3D peut diffuser directement, enfin, on peut diffuser des plans de 3D directement à partir d'AutoCAD. Donc, hein, c'est bien un AutoCAD plan 3D, donc c'est un AutoCAD à la base. Et donc, qui vous permettrait de diffuser directement, justement, dans Autodesk Construction Cloud vos plans. Donc, en fait, donc ça déjà, que ce soit vos maquettes, plantes ou vos formats IFC. Alors, il faut être sûr que le plan de 3D ne puisse pas générer de format IFC. Ce que je vous propose, en tout cas, par rapport à cette question, c'est peut-être de reprendre cette question et de vous rappeler pour parler à un expert chez nous qui travaille sur plan de 3D et qui pourra vous répondre par rapport à cette notion d'IFC et de collaboration et de plan de 3D. On va faire ça plutôt comme ça. Sauf si Chouette, tu avais des choses à dire là-dessus. Alors, non, et tu les as dit, en fait, c'est très bien. Pour plan 3D, si on a besoin de travailler en mode collaboratif, si on veut partager nos informations, ça marche un peu pareil que pour Revit. Il y a juste dans le processus opérationnel, il y a quelques micro-différences, mais vous pouvez utiliser du coup le module collaboration pour pouvoir en fait partager vos informations. Le parallèle, vous l'avez aussi sur la partie, enfin, vous l'avez sur la partie plante, vous l'avez sur la partie Revit et vous l'avez sur le dernier produit qui s'appelle Civil 3D. 3D. Voilà. Donc, ces trois solutions sont connectables sur la plateforme Autodesk Construction Cloud et en fait, attendez-vous à ce que tous les outils soient connectables sur la plateforme Autodesk Construction Cloud puisqu'on va vraiment, sur cette décennie-là, partir sur une pente assez intéressante. On va essayer de travailler au mieux sur le cloud. Ok. Les logiciels qui ne font pas de format IFC, la question, c'est-à-dire comment on fait pour collaborer avec des logiciels qui ne font pas de format IFC? En fait, l'avantage d'Autodesk Construction Cloud, c'est que ça lie en natif plusieurs formats de fichiers, dont AutoCAD, Navisworks, Revit, donc bien sûr les IFC, mais donc la question c'est de dire que comment je fais si j'ai un logiciel qui ne produit pas d'IFC? Eh bien, vous allez pouvoir en fait lire directement vos fichiers AutoCAD en natif dans Autodesk Construction Cloud, qu'ils soient 2D ou 3D. Donc, on peut aller encore plus loin, on peut encore aller plus loin, CM. On a plus de 50 formats de fichiers qui sont on peut les ouvrir, on peut travailler dessus sur Autodesk Construction Cloud. On a la possibilité de prendre la main dessus, les visionner et d'ajouter des métadonnées, hein, les problèmes. Juste oui. aussi, peut-être aussi, ça peut donner une autre idée. En fait, aujourd'hui, une des critères qui nous a amené à choisir ACC en tant que Vercors, c'est que on cherche pas à collaborer à travers un export IFC, mais nous, on n'est pas une entreprise de construction, on est une entreprise de fabrication de batteries, mais on veut se plonger dans le monde des entreprises de construction pour ne pas perdre l'intelligence qui existe aujourd'hui sous le format 2D, c'est-à-dire sur des plans qu'on peut seulement la visualiser en format natif
avec le 3D. Donc, si on fait le drag and drop, la façon la plus simple de uploader un modèle sur ACC, on a toujours donc les plans 2D qui ont été réalisés sur la maquette et on a les vues 3D de la maquette qu'on a choisi de partager. Donc ça nous donne toujours la vision traditionnelle d'un projet de construction qui est les plans 2D et à laquelle s'ajoute la vision 3D. C'est un niveau d'intelligence que nous, on a choisi de ne pas le perdre parce que malheureusement sur l'IFC, il faut regarder l'IFC à part et avoir les plans à part. Donc, on a voulu vraiment travailler avec les formats natifs. Après, moi, j'ai envie de répondre aussi à la question, je dirais, de manière un peu plus détournée, se dire comment je peux collaborer si mon logiciel ne fait pas d'IFC, ce qui peut potentiellement arriver. Donc, avec Vercor, on a aussi ce type de sujet, puisque quand on travaille avec des industriels, tous les industriels n'ont pas de logiciel qu'ils peuvent exporter en IFC. La bonne question à se poser, c'est de se dire quel est l'usage en fait de ma maquette, quel sera l'usage de ma maquette, et est-ce que je suis obligé de fournir un IFC? Peut-être que un format 3D pour pas les citer, les STEP, SAT, etc., sont suffisants pour l'usage qu'on a à faire de notre maquette, c'est-à-dire peut-être juste de la coordination ou de la synthèse ou, je sais pas, de l'implantation. Et peut-être que ces formats-là sont suffisants et que, j'ai envie de dire, enfin, nous, on est malgré tout très open BIM chez Man & Machine, mais j'ai envie de dire, l'IFC n'est pas toujours la réponse à tout, et notamment dans des contextes assez spécifiques. Comme le disait Bassem, peut-être dans le secteur de l'industrie, c'est pas forcément le format, c'est un format qui va venir cohabiter avec d'autres formats pour déployer des usages spécifiques. Mais à la question, peut-être qu'on pourra en reparler, j'ai envie de dire, en privé, et puis regarder des solutions potentielles possibles par rapport à ça. Voilà, ben on est largement dans les temps, hein, bravo messieurs. Je sais pas si vous aviez posé des chronomètres, mais bravo. Donc on est largement dans les temps. En tout cas, moi je veux vraiment remercier tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. J'espère que ce qu'on vous a apporté comme information ont pu vous aider à ne serait-ce qu'à avancer sur la réflexion sur la collaboration et la mise en œuvre de processus collaboratifs conscients. Et alors, je crois que j'ai une question. Très bonne question. Je crois qu'elle est pour toi, Schwab. Et bon, enfin pour les. Est-il nécessaire que tous les collaborateurs sur ACC doivent avoir une licence ACC ou bien juste un compte Autodesk suffit pour une utilisation de JET classique? Très bonne question. En fait, il faut voir justement le nombre de personnes qui vont être connectées au projet. C'est ça qu'il faut regarder en priorité. A-t-on besoin de plusieurs collaborateurs sur la visionneuse Docs? Est-ce qu'on a besoin de collaborer sur Docs? C'est plutôt cette question-là auquel il faut répondre d'abord, et ensuite on va pouvoir en fait déterminer le nombre de personnes qu'il faudra absolument mettre sur la plateforme. Est-ce qu'avec un compte on peut utiliser plusieurs fois Autodesk Docs? À mon avis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire ça marche pas. Vous n'allez pas pouvoir connecter un peu partout, quoi. Mais pour ceux qui utilisent Revit et qui utilisent du coup AutoCAD et Navisworks et d'autres outils, je le répète, vous avez la possibilité d'avoir Docs gratuitement avec votre package, et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. En fait, vous pouvez même directement basculer tous vos projets sur la partie Docs. Ce qui est intéressant, c'est que pour les responsables bureau d'études, par exemple, vous avez du coup la possibilité de capitaliser tous les projets sur lesquels vous travaillez, notamment si vous avez travaillé en BIM. Et puis, quand vous êtes face à votre clientèle, vos interlocuteurs, c'est toujours bien de pouvoir intervenir sur des projets dont il n'y a pas forcément des problèmes de confidentialité. Donc, il y a tous les avantages à avoir Docs avec Revit, AutoCAD et autres. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, vous avez pas mal de solutions online et ça continue à se développer.
Docs va être un Docs ou un équivalent. Là, aujourd'hui, Docs qui travaille sur la technologie Forge, je pense qu'aujourd'hui, c'est un must-have, quoi. Je sais pas si t'en Oui, penses aussi. pardon, j'ajouterais juste parce qu'il y a un commentaire qui a été fait par une personne qui dit sans licence, pas d'accès. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, hein. Et puis surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez donc le concept, comme dit Schwab, du bring your own subscription, c'est-à-dire si vous avez la licence Docs, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller sur un projet avec votre propre licence, d'accord? Donc, mais par contre, la réponse, elle est bien oui, sans licence, pas d'accès. C'est-à-dire qu'il faut avoir une licence Autodesk minimum Docs pour pouvoir accéder à un projet. C'est une question, Siem, ou Ouais, moi, je te Oui, pose oui, la oui. question. Bien sûr, bien sûr. L'idée, ça serait d'avoir votre propre solution Docs, mais pour un projet, sur un projet, vous avez aussi la possibilité de voir avec la maîtrise d'ouvrage ou la personne qui hoste le projet. Et peut-être que lui a une licence à vous fournir pour que vous puissiez vous connecter. Peut-être que la gestion, la GED, en fait, est prise en considération par une entité sur le projet, que ce soit les entreprises de réalisation ou l'entreprise de réalisation. La maîtrise d'œuvre de manière globale, c'est organisé. Il faut voir la documentation BIM, comment elle a été constituée. Peut-être que même la maîtrise d'ouvrage a, elle, pris les devants et a tout simplement investi sur une plateforme sur laquelle il va y avoir un nombre de licences qui sera pris à l'avance et qui vont en fait tout simplement vous permettre, vous, dans les différentes structures, que vous ayez les moyens ou pas de la prendre à part, de vous connecter à la plateforme. Ok, merci Choueb. Une autre question. La fonction switchback de Navis et Revit est-elle utilisée? La fonction switchback de Navis et de Revit, est-ce qu'elle est utilisée? Alors, la fonction Avec Revit, switchback, hein. ouais, la fonction switchback est utilisée entre les outils Navisworks et Revit ou alors Navisworks et AutoCAD. Donc là, en fait, on a deux sujets différents. On a les plateformes collaboratives qui sont connectées au CDE et on a aussi les outils Revit ou AutoCAD qui sont connectés sur la plateforme collaborative, mais la fonction switchback travaille en fait plutôt entre deux solutions desktop qui est donc Revit et Navisworks ou Navisworks et AutoCAD. L'avantage de cette, parce qu'il faut montrer, enfin, faut expliquer ce que c'est que cette fonctionnalité. L'avantage et du coup la définition de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir en fait intervenir sur un projet sur lequel en fait il y a un point de vigilance et sur lequel en fait finalement il y a besoin de faire une modification quasiment instantanément. Donc quand on a un BCF qui est partagé ou alors en fait tout simplement un point de vigilance via la plateforme Autodesk Construction Cloud, faire un clic droit sur l'objet qui est concerné ou sur l'élément qui est concerné, le plan qui est concerné, permet en fait tout simplement d'ouvrir directement l'outil de production, donc du coup soit Revit, soit AutoCAD, et de se positionner dans un environnement favorable pour pouvoir avoir du coup une direction de vue et un focus sur la problématique. Donc c'est une fonctionnalité très très intéressante. Alors, est-ce que maintenant la switchback, est-ce que vous avez une fonctionnalité switchback entre la plateforme collaborative et les différents outils? Non, vous avez les problèmes, donc du coup les points de vigilance dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les différentes pastilles. Une fois que vous cliquez dessus sur votre Revit, votre outil Revit ou sur votre outil Navisworks, vous allez du coup avoir votre focus sur le problème. Il faudra rajouter l'étape de faire un clic droit sur Navisworks pour pouvoir intervenir dessus sur Revit et sur AutoCAD. Mais j'ai envie de dire, si vous avez, du coup, pour faire les choses beaucoup plus simplement, si vous avez directement Revit et qu'il est connecté à la plateforme collaborative, vous avez accès directement au problème qui a été en fait tout simplement soulevé par n'importe qui sur le projet. Et du coup, vous n'avez plus vraiment besoin de passer par cette fonctionnalité switchback. On va dire que la solution switchback, pour conclure, elle est très intéressante quand vous travaillez avec des fichiers qui sont et en mode desktop, avec des fichiers que vous récupérez. Maintenant, quand vous avez des solutions qui sont une plateforme, enfin, quand vous travaillez avec une solution moderne aujourd'hui, qui est d'avoir une solution Revit connectée directement à la plateforme collaborative, le mieux c'est de travailler directement sur Revit. Vous avez un beau plugin qui vous permet de vous connecter directement aux problèmes concernés.
Ok, merci beaucoup Choueb. Alors juste une précision de Farouk qui avait posé la question sur est-ce que je dois avoir une licence pour pouvoir travailler sur ACC. Bon, sa remarque c'était de dire c'était pas le cas sur BIM 360, peut-être bien, mais moi je tiens juste à vous, on va dire à vous avertir ou à vous, oui, à vous faire prendre conscience du côté compliant en fait de l'utilisation de la licence, c'est-à-dire que une licence est nominative, quelle qu'elle soit, même un accès Autodesk Construction Cloud reste nominatif, notamment dans une AEC collection, il est nominatif, dans une plateforme collaborative, quelle qu'elle soit, Docs, Build ou autre, ou BIM Collaborate, c'est des affectations nominatives, donc normalement vous n'avez pas à avoir accès à la plateforme si vous n'avez pas une licence, qu'elle soit propre à votre entreprise ou qu'elle ait été affectée par une entreprise partenaire qui vous a identifié en tant qu'utilisateur. Donc, qui vous a donné un accès à la plateforme. Voilà. Ok, bon, bah super. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Je pense, oui, on n'a pas d'autres questions. Bah, on va juste dire merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup, Bassem, vraiment d'avoir partagé ton retour d'expérience avec nous. Merci Choueb d'avoir présenté l'ensemble de la solution Autodesk Construction Cloud. Et puis nous, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, j'en ai encore une, je crois, décidément. Merci beaucoup. On nous dit bravo, donc c'est gentil. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Donc on va continuer à être présent et à vous proposer des sujets, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les partager, que ce soit dans le chat ou à la fin quand vous recevrez le questionnaire de satisfaction après cet événement. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et puis à très bientôt alors. Merci. Merci, au revoir. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.